Cette semaine, cap sur les États-Unis, la désinformation à l'ère Trump. Well, it's fake news. You know, it's so fake. That's why the media has so little credibility. Les faits altérés, les médias malmenés, le pays polarisé. Donald Trump a révélé les États-Unis, a révélé l'Amérique, a révélé la fragilité des institutions. Les médias indépendants à la rescousse, peu de moyens, mais beaucoup d'audace. Chaque jour, nous voyons que les histoires que nous écrivons ont une incidence sur la société américaine. La science attaquée, les universitaires mobilisés, certains exilés. Je ne voulais absolument pas retourner aux États-Unis après les élections de 2024. Périple en Géorgie, épicentre de la désinformation électorale. Il y a eu beaucoup de fraudes. Des bulletins de vote qui auraient dû être comptés. Bienvenue à cette édition spéciale des Décrypteurs. Le 20 janvier 2017, je me trouvais ici même, mais dans une toute autre atmosphère. Ce jour-là, Donald Trump s'apprêtait à être assermenté à titre de 45e président des États-Unis. RDI m'avait envoyé à Washington pour couvrir les manifestations qui se déroulaient en marge de cette inauguration. Des dizaines de milliers de citoyens avaient convergé vers la capitale. Leur objectif, envoyer un avertissement clair à Donald Trump. Aucune menace contre la démocratie ne sera tolérée. La suite, on la connaît. Mais ce qu'ignoraient sûrement les manifestants présents ce jour-là, c'est jusqu'à quel point l'écosystème médiatique était en voie d'être complètement bouleversé. Les germes du chaos informationnel étaient semés. Le premier ingrédient de ce chaos informationnel, la négation des faits. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative facts? Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods. Deuxième ingrédient, s'en prendre aux médias établis. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. En fait, la stratégie adoptée par Donald Trump vient de son ancien conseiller, Steve Bannon. Les effets de cette approche baptisée « flood the zone » ou « inonder la zone » ont été immédiats. It's just attack, 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 keep driving it, flood the zone, overwhelm them. It gets to be a psychological thing. They don't even know what to choose, and so they're kind of adrift. À Washington, on retrouve une petite armée de journalistes qui sont affectés à la couverture de la politique et de la présidence en provenance des quatre coins des États-Unis et du monde. Ils sont au cœur des tensions croissantes entre l'administration Trump et les médias dits traditionnels. Parmi eux, il y a nos collègues de Radio-Canada et CBC. Leur bureau se trouve ici, au National Press Building. Allons leur rendre visite. Bonjour Marie. Bonjour Alexis, merci de nous enchantée. accueillir, enchanté également. Allons-y. Donald Trump est arrivé en 2016 en disant « Les médias sont l'ennemi du peuple ». Il l'a dit dans ces termes-là. Alors, travailler comme journaliste dans un contexte où le chef de gouvernement, le chef d'État affirme de telles choses, est-ce que ça change votre réalité en tant que média étranger présent ici aux États-Unis? Oui, on se sent visé. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention avec Trump parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est un showman. Moi, je me souviens, on allait dans beaucoup de meetings politiques et puis pendant ces meetings politiques, il disait toujours, il y avait toujours un petit passage sur les médias et les gens se retournaient vers nous parce que les médias, on était au fond et se retournaient vers nous et puis nous faisaient des doigts d'honneur. Sur le moment, c'est un peu choquant, mais après, les gens, ils venaient nous voir et puis ils nous disaient « Désolé, vous savez, hein, c'est juste pour le show, on pense pas ce qu'on vient de vous dire, etc. » Donc, oui, il faut quand même en prendre. Faut en prendre et en laisser. Ça nous nuit, mais en même temps, ça nous force à être encore plus forts. Il n'y a pas de droit à l'erreur, en fait. Et voilà, je pense que c'est ça un peu l'effet Trump. Depuis 2020, la correspondante Azeb Wolde-Giorgis a aussi pu observer de près l'effet Trump. Un effet qui passe notamment par l'émergence de nouveaux médias très peu critiques du président et de son administration.
C'est évident que ça a changé, dans le sens qu'il y a beaucoup de nouveaux médias par rapport à l'époque de Biden. Donc la salle de presse, quand il y a le briefing room de Caroline Leavitt, elle est complètement, elle est pleine, il n'y a pas de place pour s'asseoir. J'ai l'impression que Donald Trump a beaucoup appris de sa première présidence, de son premier mandat, où il s'attaquait souvent aux journalistes. Et là, en fait, il s'est entouré de journalistes qui sont plutôt favorables à sa politique, à son agenda. Will you guys also consider releasing the president's fitness plan? He actually looks healthier than ever before. And is he eating less McDonald's? I can confirm the president is in very good shape. Certains sont pour la première fois des journalistes et quand on leur parle, ils disent c'est vraiment un privilège d'être ici, pouvoir poser des questions. Et ils disent écoutez, nous, on est contre le mainstream media, ce qu'ils appellent, donc les médias traditionnels. Et ils sont là un peu pour faire un contrepoids à ça, parce qu'ils ont l'impression que les médias traditionnels s'opposent complètement à Donald Trump. Évidemment, le président Trump est très content, il dit c'est pas moi qui pose la question, c'est des journalistes. Donc il a compris comment un peu manipuler les médias, s'assurer qu'il a une partie de la presse qui est avec lui, qui est favorable à lui, qui le soutient, qui va poser des questions qui lui conviennent. Évidemment, ce n'est pas ce qu'affirme publiquement la Maison-Blanche, pour qui les accès accordés à ces nouveaux médias servent à rétablir l'équité. We want more outlets and new outlets to have a chance to take part in the press pool, to cover this administration's unprecedented achievements up close, front and center. Plus grande diversité, oui, mais aussi plus grande animosité. Quand il n'aime pas les questions, il s'attaque à la personne. Il s'attaque rarement au contenu ou à la question ou au fait. Il va s'attaquer à la personne. You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. You know why? You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le journalisme aux États-Unis? Pour le moment, je pense que les réseaux essayent de résister. Et puis, il y a aussi cette base MAGA, cette base qu'il a toujours soutenue, qui est en train de s'opposer aussi à Donald Trump à cause de la guerre en Iran. Ils estiment que il n'a pas vraiment tenu ses promesses. Là. Qu'est-ce que les États-Unis font en Iran? Pourquoi il y a une guerre en Iran? Il a promis que c'était un président pour la paix. Le prix des denrées est toujours assez élevé. Donc, il y a énormément de déceptions. Et je pense que nous, les journalistes, allons couvrir ça. Ouais. Les élections de mi-mandat également, on va couvrir ça. Et puis, ce serait intéressant de voir si la désinformation ou les informations trompeuses qui émanent de la Maison-Blanche continueront à avoir autant d'effets auprès d'une frange de la population, parce que vous faites aussi face à ça comme phénomène. C'est vrai qu'il y a un basculement total de la façon dont les gens s'informent aujourd'hui. Et je pense que ça, ce n'est pas juste limité aux États-Unis, je pense que c'est partout dans le monde. Donald Trump, évidemment, encourage en quelque sorte cela aussi, parce que lui aussi, il utilise ces nouveaux médias. Alors, aux États-Unis comme ailleurs, les habitudes d'information, la diète informationnelle des gens est en train d'être complètement bouleversée. Selon les données les plus récentes, aux États-Unis, en 2025, 86 % de la population adulte s'informait à même les appareils numériques et pour 20 % d'entre eux, TikTok est une source d'information majeure. Where do you get your news? Comment vous vous informez? Les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, je sais que l'info n'y est pas filtrée. Filter. What do you think about news? Que pensez-vous des influenceurs d'actualité sur TikTok, ceux qui diffusent de l'information, qui expliquent l'actualité? Explain the news. I feel they do a better job. Je pense que les influenceurs sont meilleurs que la plupart des médias traditionnels. Ils donnent de l'information brute, non filtrée. C'est ce que je veux quand je regarde les nouvelles. Je veux la vérité. I need the truth. How do you stay informed? Comment vous vous informez? I get my news from the cable. Je m'informe avec les chaînes du câble, Fox, CNN, MSNBC. Being an old man, Je suis âgé, je me souviens de Walter Cronkite et de l'époque des années 50. C'était direct, factuel, sans manipulation. And that's the kind of news I prefer, but it's an impossibility to get. C'est le genre d'information que je préfère, mais c'est impossible à trouver aujourd'hui, alors je m'efforce de distinguer le vrai du faux. Que pensez-vous des influenceurs en information? Je ne crois pas aux influenceurs de nouvelles. On dirait qu'ils font ça pour les chiffres, les j'aime et monétiser leur contenu. Ils peuvent très bien dire ce qui est tendance pour faire de l'argent. Donc je n'y crois pas. Mais les médias traditionnels ne sont pas en forme non plus. C'est tellement contrôlé, c'est dommage. It's very curated, so it's unfortunate. Alors, pour mieux comprendre l'évolution qui a cours dans le panorama médiatique aux États-Unis, je m'en vais à la rencontre de Glenn Kessler.
Glenn Kessler, c'est un pionnier en matière de fact-checking, de vérification de faits. C'est la figure de proue parce qu'il a notamment été à la tête de la rubrique de vérification de faits du Washington Post pendant près de 15 ans. Il avait mis en place, lui et son équipe, le système des Pinocchio. Plus un élu, plus un politicien, plus un président aussi énonce de fausseté dans une déclaration publique, plus on lui attribuait, à travers ce système, des Pinocchio ou des nez de Pinocchio, d'une échelle allant de 1 à 4, le grand champion. Évidemment, sans surprise, c'est Donald Trump avec à son actif, juste pendant son premier mandat de 4 ans entre 2016 et 2020, plus de 30 000 affirmations fausses, erronées ou trompeuses. Alors voilà pour cette petite statistique, mais au-delà de ça, Glenn Kessler, il a décidé au mois d'août dernier de prendre sa retraite. C'était assez pour lui. Il a décidé de quitter le journalisme après 30 ans de métier et il le fait habité par une certaine désillusion. Glenn Kessler, bonjour and welcome. C'est un plaisir de vous rencontrer. What was the tipping point? Quel a été le point de bascule? From where everything changed. Tout a changé quand Donald Trump a descendu l'escalier de la Trump Tower. Le lendemain, la première phrase de mon article, c'était « Donald Trump est le rêve des fact-checkers et aussi leur cauchemar ». Il a cumulé plus de 30 000 affirmations fausses ou trompeuses en 4 ans. Ça nous a détruits. Ça devenait de plus en plus difficile d'écrire des vérifications de faits. En rétrospective, qu'est-ce qui distingue l'approche de Donald Trump d'un mandat présidentiel à l'autre en termes de désinformation et de vérification de faits? Quand Trump est devenu président pour la première fois, lui et son équipe ne savaient pas comment faire fonctionner la Maison-Blanche. Mais maintenant, il s'est entouré d'un groupe d'admirateurs et ils font rouler une usine de propagande 7 jours sur 7. Ils sont aussi beaucoup plus habiles pour manœuvrer les leviers du pouvoir et à créer un flot d'informations et de désinformations qui est très difficile à suivre. Dans votre toute dernière chronique, en août dernier, vous avez écrit sur l'état de la vérification des faits. Qu'aviez-vous en tête là, quand vous avez quitté le métier? Pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde, des gouvernements mènent une guerre contre les faits, y compris les entreprises derrière les réseaux sociaux, en particulier Meta, qui ont pourtant alimenté la vérification des faits. Meta a dépensé 100 millions de dollars pour financer la vérification de faits. Et ils ont éliminé ce programme entièrement aux États-Unis pour faire plaisir à Trump. C'est une vraie lutte en ce moment pour beaucoup d'organisations de vérification de faits, ce qui signifie que c'est plus facile pour les mensonges de prendre racine. Il y a un autre territoire auquel on doit s'intéresser pour bien comprendre la politique américaine, et c'est celui du web et des réseaux sociaux. L'Internet est de plus en plus concentré entre les mains de grandes plateformes comme Google, Amazon et Meta, et des grandes entreprises d'intelligence artificielle comme Anthropic et OpenAI. Et depuis le début de la deuxième administration Trump, disons que les dirigeants de ces entreprises se sont montrés très enclins à s'acoquiner avec le pouvoir américain. Par exemple, le patron d'X, Elon Musk, a donné des centaines de millions de dollars à la campagne de Trump pour le faire réélire. Il a même aussi carrément dirigé une agence gouvernementale de son administration. And we've also got to address the deficit. So we've got a $2 trillion deficit. And if we don't do something about this deficit, the country's going bankrupt. Il y a quelques mois, un consortium dirigé par un proche de l'administration Trump s'est porté acquéreur de la plateforme TikTok. Et en plus, les grandes entreprises d'intelligence artificielle s'arrachent des contrats gouvernementaux. Bref, le pouvoir de la Big Tech américain s'allie de plus en plus au pouvoir politique. Et non seulement ça, l'administration Trump semble de plus en plus manier les réseaux sociaux et les images générées par l'intelligence artificielle pour faire véhiculer ses messages. Et même à l'inverse, elle semble de plus en plus s'alimenter des réseaux sociaux, principalement X, pour établir ses politiques. Et dans ce chaos informationnel, il y a des petits médias indépendants qui ont émergé, qui sont devenus des ressources indispensables pour comprendre ce qui se passe au sud de la frontière. Ce sont des plateformes créées par des journalistes qui couvrent la tech depuis un bon moment et qui se sont retrouvés, malgré eux, à devoir couvrir la politique américaine. Parmi eux, 2 petits médias sont devenus essentiels pour le public, mais aussi pour les décrypteurs, 404 Media et Garbage Day.
404 Garbage Day. C'est 404 Media. Dans Garbage Day, qu'on cite souvent ici au balado. 404 Media qui revient bien sûr chaque semaine. J'ai parlé à une des fondatrices de 404 Media pour comprendre comment l'ère Trump numéro 2 a changé ou non leur façon de faire le journalisme. Je pense que tout le monde se disait « plus rien n'a d'importance ». Ça ne sert à rien de dénoncer ces choses, car manifestement, ça n'a pas affecté les résultats de cette élection très importante. It doesn't affect the results of this very important election. I think we at 404 had like 30 seconds of like, oh God. Like... À 404 Media, pendant peut-être 30 secondes, nous nous sommes dit « Mon Dieu, peut-être que c'est vrai que ça ne sert à rien ». Et puis on s'est dit « Eh bien, on ne sait pas quoi faire d'autre ». Et en vérité, on croit quand même que c'est un travail important. Et c'est important. Chaque jour, nous voyons que les histoires que nous écrivons ont une incidence sur la société américaine. Par exemple, le gouvernement annule des contrats ou des politiciens doivent répondre de choses que nous avons mises en lumière. Donc oui, c'est une chose à laquelle je crois toujours. 404 Media ont déterré des histoires importantes au cours de la dernière année. Ils ont déterré des contrats que l'agence administration ICE a accordés à des entreprises de reconnaissance faciale ou encore comment l'agence utilise le web pour espionner sur des citoyens américains. What does the Internet... De quoi a l'air l'Internet pendant le deuxième mandat de Trump? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Une chose que je surveille beaucoup ces temps-ci, c'est la vérification de l'âge. Ça a commencé dans certains États où la loi oblige les sites web qui contiennent 30 % de contenu pour adultes de vérifier l'âge des utilisateurs par la biométrie. Par exemple, en analysant leur visage ou encore en leur demandant de présenter une pièce d'identité à la caméra. C'est une pratique qui se propage comme une traînée de poudre aux États-Unis et on voit des tentatives d'imposer des lois semblables au palier fédéral. L'objectif réel n'est pas vraiment de protéger les enfants contre les dangers d'une exposition précoce à la pornographie. L'idée, c'est plutôt de priver le plus grand nombre possible d'adultes de leur droit fondamental de s'exprimer librement, surtout en matière de sexualité. Est-ce une genre de situation où c'est comme un canari dans la mine, dans le sens que c'est plus acceptable de censurer ce genre de contenu et que ça pourrait être utilisé pour étendre la censure à autre chose? L'administration Trump commence la censure avec la pornographie dans l'objectif de l'étendre ensuite aux droits des personnes gays, de bannir le mariage gay, de limiter l'accès des femmes à leurs droits reproductifs. La pornographie, ce n'est que le début. C'est en quelque sorte le premier moyen dont ils disposent pour précipiter l'érosion de tous ces autres droits. C'est déjà en cours, mais ce sera plus facile à faire quand l'accès au web sera restreint. Par exemple, si je veux effectuer des recherches sur Google pour savoir comment obtenir un avortement, mais que je suis en Louisiane et que mon âge doit être vérifié, je ne pourrai peut-être pas le faire. Comme vous avez dit, la vérification de l'âge est le canari dans la mine pour tous les autres objectifs de cette administration. Garbage Day était à la base une infolette sur la culture web. On pouvait lire des articles sur les nouvelles tendances web ou sur les publications virales. C'était la place à aller si on ne comprenait pas, par exemple, l'histoire derrière un mème. Mais depuis un an, Garbage Day est devenu une ressource indispensable pour comprendre l'administration Trump. Non seulement parce que ces politiques ressemblent de plus en plus à du contenu qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais en contrepartie, les réseaux sociaux ont de plus en plus d'influence sur elles. J'en ai parlé avec le créateur de Garbage Day. Garbage Day was strictly just like funny. Garbage Day couvrait vraiment juste les choses drôles sur Internet jusqu'à, je dirais, autour de 2021, quand il y a eu une insurrection au Capitole. Et je me suis dit, OK, ceci est né sur Internet, il serait ridicule de ne pas en parler. Je crois que notre couverture est devenue de plus en plus utile au cours de la dernière année, parce que Trump est de nouveau au pouvoir et qu'il s'est entouré d'animateurs de balado et d'autres créatures de l'Internet qui voient des choses sur les réseaux sociaux et décident de les ériger en politique publique. Alors regarder des sites comme X, Reddit ou 4chan et pouvoir expliquer comment une vidéo virale a inspiré un projet de loi, ça me semble souvent ridicule, mais c'est aussi important. Est-ce que c'est possible de comprendre ce qui se passe en politique américaine sans être extrêmement connecté aux réseaux sociaux? Cette administration passe son temps sur le même Internet que nous tous, et elle y pige des idées. Elle utilise les réseaux sociaux
comme une séance de remue-ménage. Pour répondre à votre question, est-il possible de comprendre la politique américaine sans passer beaucoup de temps en ligne? Probablement oui, mais il va vous manquer une dimension importante. Lors de la crise à Minneapolis, suite au meurtre d'une mère de famille par ICE, Ryan Broderick s'est rendu sur place pour couvrir l'événement. Il a constaté que tout ce qui se passait était filmé et était sujet à devenir du contenu pour les réseaux sociaux, pour ICE et pour l'administration Trump. Pendant l'occupation de Minneapolis, des manifestants, des journalistes, moi-même, nous nous sommes fait filmer par des agents de ICE. Souvent, ils nous filmaient avec leur téléphone mobile. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où ces séquences sont abouties, mais nous savons que pendant l'occupation, la Maison-Blanche voulait que les agents de ICE filment. Par exemple, quand Ronnie Good a été assassiné par un agent de ICE, celui-ci avait un pistolet dans une main et un téléphone dans l'autre. Ça ne pourrait pas être une illustration plus claire de cette idée qu'ils filment du contenu alors qu'ils mènent une campagne d'oppression étatique, et ils le font parce que Trump s'est entouré d'une nouvelle mouture de politiciens de droite. Ils veulent voir les résultats de leur politique publique apparaître sur leur fil X ou sur leur page d'accueil YouTube. Il y a donc énormément de pression pour immédiatement transformer tout ce qu'ils font en contenu. Et j'imagine que c'est pour le montrer au président. Pourquoi pensez-vous que des petits médias tech web sont bien placés pour couvrir l'époque politique actuelle? Au cours des 10 ou 15 dernières années, ceux qui ont observé de plus près les transformations majeures qui ont eu lieu dans nos sociétés étaient les journalistes qui couvraient les géants de la tech, en grande partie dans des médias en ligne. D'une façon ou d'une autre, nous couvrions tous la Silicon Valley. Nous avons pu constater que ces immenses plateformes ont transformé leurs PDG en oligarques et comment ces derniers ont pu s'approcher de plus en plus des leviers du pouvoir américain. Mais nous savons aussi que leurs fortunes sont bâties sur une montagne de stupidité, que ce soit le contenu que vous voyez sur vos fils ou leur comportement bizarre. Ils espèrent pouvoir devenir des dictateurs ou des chefs d'État. C'est la trajectoire sur laquelle ils se sont lancés. Et nous les couvrons depuis le début de leur périple. Standing up for science means standing up for democracy. On est à Washington, au rassemblement Stand Up for Science. On peut voir partout des gens de différents horizons, des citoyens, des chercheurs, des médecins qui sont ici pour protester contre les mesures de l'administration Trump envers la science et envers la santé. On va aller rencontrer des participants pour savoir pourquoi c'est important de se tenir debout pour la science. We have to be addressing the roots and Nous devons nous attaquer aux racines du problème et lutter contre l'impérialisme, le colonialisme, le racisme et la suprématie blanche. Je suis une professionnelle de la santé publique depuis 50 ans et je suis très alarmée par la situation en matière de santé publique, surtout en ce qui concerne les taux de vaccination et toutes les maladies évitables grâce aux vaccins qui n'existaient pas quand j'étais jeune. Ils tombent dans l'excès, ils se moquent de la loi, ils se moquent de la science. Ils ont récemment rejeté la conclusion sur les dangers liés aux gaz à effet de serre. Round of applause for Colette Delawala. Des inquiétudes partagées par de plus en plus de citoyens et de scientifiques qui ont poussé Colette Delawala, candidate au doctorat en psychologie, à créer le mouvement Stand Up for Science peu de temps après l'élection de Donald Trump en 2025. Des mots sont interdits, des scientifiques sont licenciés, des scientifiques sont censurés. C'est contraire à la liberté d'expression et à la liberté de recherche. Et nous avons compris, dès le début de la présidence de Trump, qu'il allait s'attaquer aux lieux où se développe le savoir, aux lieux où nous pouvons prouver que ces idéologies racistes et patriarcales sont fausses. Il était de mon devoir de représenter la résistance que nous souhaitions voir dans le monde. C'est comme ça que le mouvement a commencé. Et vous dites que la science ne va pas bien. Si vous aviez à résumer à quelqu'un qui est zéro au courant de tout ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas avec la science? Dans le monde de la science,
Le principal problème réside dans le fait que des personnes sont nommées pour des raisons politiques. Ils décident de l'affectation des fonds, du choix des projets financés, des personnes autorisées à devenir scientifiques et qui réalisent quels projets. Il y a donc cette nouvelle culture de la peur et cette volonté de se conformer pour ne pas se faire couper la tête. La National Portrait Gallery, un des musées emblématiques de Washington, a déjà remplacé le portrait de Donald Trump par une photo plus flatteuse et fait disparaître toute mention de ces deux procédures en destitution. Le 12 août 2025, la Maison-Blanche a ordonné un examen approfondi du contenu de 8 musées, dont le Musée national d'histoire naturelle, à l'approche du 250e anniversaire du pays. Peut-on craindre que des expositions où les changements climatiques et l'évolution de l'espèce humaine sont souvent mises en évidence subissent elles aussi une opération polissage? Rien ne les empêche de supprimer des choses, n'est-ce pas? Si vous êtes prêt à réécrire l'histoire de cette façon parce qu'elle ne vous plaît pas, parce qu'elle ne correspond pas à l'image d'homme fort que vous voulez projeter, pourquoi ne pas aussi adopter une présentation plus nationaliste chrétienne dans ces musées? Cela ne m'étonnerait pas du tout. Au final, ils s'en prendront aussi à votre science. Comme Martin Niemöller nous l'avait prédit dans les années 1940. Ils s'en sont pris à moi et il ne restait plus personne pour me défendre. Ici, le nom de Robert F. Kennedy Jr., celui qui dirige dorénavant le ministère de la Santé, est partout. We are the sickest country in the world. Les effets de ce qu'on appellera poliment un changement de philosophie se sont fait ressentir jusqu'aux Instituts nationaux de la santé, les NIH, la principale agence du gouvernement fédéral chargée de la recherche biomédicale et de la santé publique. La lanceuse d'alerte Jenna Norton a été placée en congé forcé après avoir dénoncé publiquement ce qu'elle voyait et ce qu'elle vivait au sein de l'institution. On nous demandait de filtrer les demandes de subventions en recherchant des mots comme afro-américain, hispanique-américain, mais pas blanc-américain. En gros, on nous demandait d'exclure de la recherche les groupes raciaux et ethniques marginalisés et d'exclure les personnes transgenres de nos recherches. Et vous avez été mise en congé forcé parce que vous avez été l'instigatrice de cette déclaration-là? L'avis que j'ai reçu précisait que mon congé n'était pas disciplinaire. Pourtant, un fonctionnaire anonyme du ministère de la Santé et des Services sociaux a déclaré à la presse que j'étais une gauchiste radicale et que j'avais été mis en congé pour avoir critiqué l'administration Trump alors que j'aurais dû être au travail. Est-ce qu'au moins de voir autant de gens rassemblés ici aujourd'hui, ça vous rassure? Voir autant de gens se mobiliser pour soutenir la science et la démocratie, ça me réjouit. L'espoir se construit par l'action. Et voir autant de personnes se mobiliser, oui, c'est comme ça qu'on bâtit l'espoir. L'espoir qui se construit par l'action, c'est ce qui a sans doute poussé plusieurs employés des NIH à se joindre au rassemblement d'aujourd'hui. Votre patron, en quelque sorte, c'est Robert Kennedy Jr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Il manque l'intelligence, la capacité, la vision de gérer la santé pour un pays comme le nôtre. Beaucoup de monde vont souffrir jusqu'à mourir à cause de ça. Et est-ce que c'est risqué pour vous de nous dire ça aujourd'hui? Je pense que oui. J'ai 2 enfants. Je ne peux pas être silencieux et ne pas me lever contre le niveau d'atrocité, le niveau de danger qu'on vit dans ce pays. La science dans ce pays est en train de revenir en arrière de plusieurs décennies. Nous perdons des scientifiques qui partent travailler à l'étranger, notamment au Canada. Envisagez-vous de déménager ailleurs? Non, je reste ici et je continuerai à faire tout mon possible pour défendre et faire respecter la démocratie dans ce pays. Dans un climat de plus en plus toxique, plusieurs ont fait un choix radical, partir. C'est le cas de 3 chercheurs de l'université Yale qui s'intéressaient entre autres au fascisme et qui ont décidé de s'établir en Ontario. On s'en va à la rencontre d'une de ces universitaires, l'historienne Marcy Shore, qui s'est installée à Toronto avec sa famille. Professeur Shore, merci de nous recevoir. Bonjour et merci pour l'invitation.
Vous avez quitté l'Université Yale pour l'Université de Toronto. Il y a aussi d'autres de vos collègues qui ont fait ce même choix-là. Est-ce qu'on peut parler d'une vague de chercheurs qui migrent à l'étranger? Je pense qu'il est trop tôt pour savoir quelle sera l'ampleur de ces départs de chercheurs. Tim et moi sommes venus ici ensemble. Tim est mon mari, donc c'était une décision conjointe. Et Jason Stanley est un ami et un collaborateur. C'est sûr que la politique a joué un rôle plus important pour moi que pour mon mari. Je ne voulais absolument pas retourner aux États-Unis après les élections de 2024. Vos recherches portent surtout sur l'histoire de l'Europe. On ne peut pas s'empêcher de vous demander si vous percevez des similitudes entre le climat politique d'aujourd'hui aux États-Unis et les périodes auxquelles vous vous êtes intéressé en Europe. Les parallèles sont terrifiants. Le culte du leader, tout cela rappelle l'Allemagne des années 1930. Le fait de dire que Trump est le plus grand golfeur, un prodige de la musique, sans oublier les ambitions du président pour le Groenland. Tout d'un coup, on a l'impression que tout doit porter son nom. C'est comme Staline, non? Il faut afficher de grands portraits de Trump, le chef ne peut pas se tromper. Trump vous raconte une histoire différente chaque jour. Il ne fait même pas l'effort d'être cohérent. L'idée n'est pas de manipuler l'esprit des gens avec de fausses informations, mais plutôt de leur donner l'impression qu'ils ne savent plus comment distinguer le vrai du faux. Du coup, ils abandonnent. Et je pense que c'est un phénomène historiquement inédit. On peut l'appeler fascisme post-moderne, néofascisme ou inventer un nouveau terme. Mais je crois que la technologie l'a rendu possible grâce à la possibilité de diffuser massivement des mensonges. Le mot fascisme, vous l'avez utilisé à quelques reprises. On a souvent une certaine gêne à l'utiliser. On se dit que c'est exagéré, que c'est pas si pire que ça. Est-ce que c'est exagéré? Je ne pense pas qu'il soit exagéré d'utiliser le mot fascisme. Je pense que ceux qui disent que c'est exagéré sont dans le déni. On a des types masqués, des agents fédéraux masqués, qui se baladent en toute impunité, qui arrêtent des gens dans la rue, les expulsent du pays, les jettent en prison ou les tuent, sous nos yeux. Right in front of our face. Est-ce que vous pensez que le pire est derrière nous ou que le pire est à venir? Je crains que nous ne nous dirigions vers une guerre civile. Je crains que ce soit la dynamique actuelle. J'espère me tromper, mais tous les régimes tyranniques finissent par s'effondrer. Nous ignorons juste quand. Et il y a une véritable résistance. Ce n'est pas comme s'il n'y a personne qui résiste. Certains résistent sur place, d'autres partent. Partout dans le monde, on compte bien profiter de cet exode des cerveaux. Un sondage publié dans la revue Nature révélait en mars 2025 que 75% des chercheurs travaillant aux États-Unis envisageaient de déménager dans un autre pays. En décembre 2025, le gouvernement fédéral du Canada a annoncé un investissement de 1,7 milliard de dollars sur 12 ans pour lancer l'initiative Talent mondial en recherche Impact Plus Canada dans le but d'attirer des chercheurs de renom. Est-ce qu'il y a du positif dans tout ce qui se passe aux États-Unis pour nous ici au Québec? Je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de négatifs, comme on a mentionné, pour les collaborations avec des équipes américaines bien établies, où là, c'est plus compliqué. Mais le positif, c'est peut-être de recruter certains chercheurs de très haut niveau qui vont joindre des équipes ici, qui vont bonifier les équipes québécoises, les équipes canadiennes. Au Québec, on a un programme qui a été lancé en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Et chaque université pouvait nous faire une proposition. On a eu des candidatures de très haut niveau. Et là, c'est pour parler, c'est en négociation pour finaliser leur venue ici chez nous. Même chose au niveau canadien, avec les annonces du gouvernement canadien, des investissements importants. Et est-ce que vous pensez que le milieu de la recherche est à l'abri de un jour se retrouver dans une situation comme celle qui prévaut aux États-Unis? On n'est pas à l'abri de ça dans le domaine de la science, mais dans d'autres secteurs aussi, pour nos démocraties, tout ça. Donc, il ne faut rien prendre pour acquis et s'assurer qu'on continue à parler de science, de recherche dans notre société pour s'assurer que la désinformation, les fausses nouvelles, on trouve des façons, peut-être des nouvelles façons de contrecarrer l'impact de ce genre d'approches-là qui sont très nuisibles à long terme pour nos sociétés.
L'élection de 2020 était très serrée en Géorgie. À l'époque, Donald Trump avait appelé le secrétaire d'État Brad Raffensperger pour lui demander de trouver les 11 780 voix nécessaires à sa victoire dans cet État. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes. Malgré 2 recomptages et de nombreux audits et enquêtes qui ont confirmé la victoire démocrate, plusieurs demeurent convaincus que l'élection 2020 a été volée. Et la Géorgie continue d'en subir les conséquences. Je me trouve à Union City, un peu au sud de la ville d'Atlanta, en Géorgie. Et derrière moi, c'est le centre électoral et opérationnel du comté de Fulton. C'est ici que le FBI a mené un raid le 28 janvier dernier pour mettre la main sur plus de 600 boîtes de documents et de bulletins de vote de l'élection de 2020. Une élection qui, selon Donald Trump et son entourage, a été volée, a été truquée et il persiste encore à le dire aujourd'hui. It was a rigged election. Everybody now knows that. They found out. People will soon be prosecuted for what they did. Sur le terrain, des groupes de pression bien financés et bien organisés multiplient les initiatives pour remettre en question le système électoral et changer les lois, tandis que d'autres groupes se mobilisent pour protéger l'accès au vote. Je m'appelle Lana Guatiapaz. Je suis la directrice de campagne en Géorgie pour All Voting is Local. Notre organisation fait la promotion de politiques saines pour les administrateurs électoraux et les électeurs. Nous luttons également contre l'ingérence partisane dans les élections. Qu'est-ce que l'élection de 2020 représente pour All Voting is Local? Quel impact a eu cette élection? Cela représente vraiment un tournant dans le système électoral américain. Et pour la Géorgie, cela symbolise le passage d'un système qui intéressait autrefois peu les gens à un système désormais scruté en permanence. Nous avons donc dû nous assurer de bien maîtriser le processus électoral afin de pouvoir contrer les attaques fondées sur des théories du complot. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Garland Favorito. Hello, Georgia! Do you trust your election results? Well, neither do we. Garland Favorito, ça fait très longtemps qu'il est convaincu que le système électoral de la Géorgie est gangréné par la fraude. C'est pour ça qu'il y a près de 20 ans, il a fondé l'organisme VoterGA qui dit défendre l'intégrité électorale. Je m'en vais rencontrer lui et sa femme Tamara pour comprendre ce mouvement-là, autrefois très marginal, mais qui, après 2020, a bénéficié de soutien important d'alliés Donald Trump, bénéficie aussi d'un important financement. Le Atlanta Journal-Constitution dit que depuis 2022, il a amassé plus de 1,1 million de dollars pour financer sa cause, qui consiste notamment à purger les listes électorales de la Géorgie. On va aller voir ce qu'il y a à dire. Hi. Au fond, ce que nous voulons, c'est de mettre fin au dépouillement secret des élections par des logiciels informatiques. Chaque électeur, quel que soit son pays, mérite une élection honnête et transparente. Et c'est ce que nous défendons. Alors, c'est quoi votre but ultime? De quoi aurait l'air un système sécuritaire? Nous préconisons le vote sur papier avec des bulletins remplis à la main et un dépouillement manuel public. Est-ce que le vote électronique est fondamentalement non sécuritaire? Je pense que oui. Les systèmes ne sont pas à la hauteur. Ils sont truffés de failles de sécurité et les responsables électoraux ne savent pas comment les gérer. Avez-vous réussi à influencer des politiciens au niveau de l'État? Dans plusieurs comtés, nous avons réussi à faire nommer des personnes très attachées à l'intégrité des élections au sein des bureaux électoraux. Elles peuvent ainsi tenter d'influencer ce qui se passe au niveau du comté. Nous avons maintenant des lois sur la transparence qui permettent aux observateurs électoraux accrédités par les deux partis de s'approcher suffisamment pour voir et entendre ce qui se passe. C'était un point très important en 2020.
plusieurs de ces mesures étaient liées à la COVID et il devait donc demeurer à distance. En gros, c'est quoi votre perspective sur ce qui s'est passé en 2020? De manière générale, les 5 ou 6 États clés ont interrompu leur dépouillement. Puis les résultats des élections ont soudainement changé le lendemain matin ou dans les jours qui ont suivi. After 4 long, tense days, CNN projects Joe Biden will become the 46th President of the United States. Le président Trump prétend avoir été victime de fraude électorale en 2020. Il a remporté l'élection de 2016, puis celle de 2024, dans les mêmes États qu'il accusait de fraude en 2020. Donc, s'il les a remportés en 2016 et aussi en 2024, le bon sens nous dit qu'il était également vainqueur en 2020. Mais l'opinion d'un électeur peut changer. C'est ça la politique, non? Oui, mais est-ce vraiment réaliste? Est-ce que VoterGA est une organisation fiable? Je dirais que non. Je ne crois pas qu'ils agissent de bonne foi. Je pense qu'ils propagent un certain nombre de théories du complot, aussi bien en ligne qu'auprès de l'administration elle-même, ce qui a nui aux élections en Géorgie. Trois membres de la commission électorale de l'État sont proches de VoterGA. Ils sont tous liés à Garland Favorito, qui exerce un lobbying intense sur eux pour obtenir des changements législatifs. Certaines de ces lois ont eu des effets bénéfiques, mais d'autres, comme la facilitation des contestations massives d'électeurs, contribuent davantage à priver des électeurs de leur droit de vote plutôt qu'à sécuriser les élections. Pouvez-vous expliquer concrètement en quoi consistent ces contestations massives d'électeurs, comment ça fonctionne et quel impact ça peut avoir sur les citoyens? L'objectif initial de cette loi était que, si je sais que mes voisins ont déménagé, mais sont toujours inscrits sur les listes électorales à leur ancienne adresse, je puisse me rendre à mon bureau de vote et leur dire « Voici la preuve de la vente de leur maison. Ils devraient probablement être radiés des listes électorales. » Mais depuis 2020, cette loi a été détournée et permet à une seule personne de contester. Par exemple, l'inscription de 30 000 électeurs dans une seule zone, comme nous l'avons vu dans le comté de Gwinnett, l'un des comtés les plus peuplés et les plus diversifiés de l'État. Certains utilisent des programmes d'intelligence artificielle pour contester les inscriptions. Nos listes électorales sont publiques. On a vu des cas où les gens ont utilisé ces listes et dès qu'il y avait un doublon, par exemple 3 personnes avec le même nom et la même date de naissance, ils ont conclu qu'il s'agissait de la même personne inscrite 3 fois, alors que ce n'était pas le cas, et ils ont contesté l'inscription de ces personnes. We had many allegations and we investigated every single one of them. They said that there was over 66,000 underage voters. We found that there was actually 0. They said that there was 2,423 non-registered voters. There was 0. Every single allegation we checked. We ran down the rabbit trail to make sure that our numbers were accurate. On est à l'Université de Géorgie, je m'en vais rencontrer le professeur Charles Bullock, qui est vraiment une sommité en termes de politique ici au sud des États-Unis. On va parler avec lui de comment l'élection de 2020 a miné la confiance des électeurs dans le système électoral. Very basic question. Question très simple. Les allégations de fraude sont-elles le moindrement fondées? Ces allégations de fraude sont totalement infondées. L'une des preuves est la transcription de l'appel téléphonique de Trump à notre secrétaire d'État. The other thing, dead people. So dead people voted, and I think the number is in the close to 5,000 people. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. De plus, nous avons procédé à un recomptage manuel des 5 millions de bulletins de vote déposés, et cela a confirmé les résultats des machines. Does Georgia's election system... Est-ce que le système électoral de la Géorgie a plus de problèmes que les autres? Je ne le pense pas. Et je crois que cela est dû en partie à l'attention accrue dont nous avons fait l'objet suite aux propos de Trump sur la Géorgie. Dans la mesure où il y a eu quelques petits problèmes, nous avons probablement fait plus que quiconque pour les corriger. Mais la confiance des électeurs a été ébranlée en Géorgie. C'est la principale victime de ce qui se passe depuis 6 ans. Et comme Trump en parlait constamment,
et que cela a créé une énorme couverture médiatique ici en Georgie, beaucoup de gens y ont cru. Le 7 avril dernier, les électeurs du 14e district de la Georgie devaient élire un successeur à Marjorie Taylor Greene. J'en ai profité pour aller sonder leur niveau de confiance dans leur système électoral. S'ils demeurent divisés quant à la validité de l'élection 2020, pensez-vous que l'élection 2020 a été juste et équitable? Non. Je pense qu'il y a eu des problèmes. Comme quoi? Des bulletins de vote qui auraient dû être comptés. Je pense pas que c'était une élection truquée. Des gens ont crié au loup et certains ont commencé à y croire. Il y a eu beaucoup de fraude. Quand on voit ce qui s'est passé dans le comté de Fulton, je pense que ce n'est que la pointe de l'iceberg. La plupart semblaient tout de même avoir confiance que leur vote serait bel et bien comptabilisé. Je suis confiante cette fois-ci. Avez-vous confiance dans le système électoral? Oui. En grande partie, oui. 100%. Ce n'est pas la première fois que nous venons ici. Nous aimons le personnel et comment ça se déroule. La démocratie ne peut pas exister sans confiance. Selon moi, même les plus fervents partisans de Trump disent qu'il faut maintenant passer à autre chose. Donc, si vous continuez à dire que cette élection a été volée, vous ne parlez pas des sujets qui intéressent les électeurs. Une récente enquête de ProPublica a détaillé toutes les manières dont l'administration Trump a méthodiquement transformé l'appareil fédéral en un outil au service de ses théories conspirationnistes sur l'élection 2020, notamment en éliminant des équipes dont le rôle était de protéger l'intégrité des élections et en réduisant le pouvoir de la section de l'intégrité publique du ministère de la Justice qui sert de rempart contre l'influence politique sur les enquêtes fédérales. Au moins 11 postes gouvernementaux sont maintenant occupés par des membres de l'Election Integrity Network qui partagent les objectifs de VoterGA à l'échelle nationale. Et des groupes de défense du droit de vote s'inquiètent de comment ces changements pourraient affecter les élections de mi-mandat prévues en novembre. Et c'est là-dessus que se termine cette émission spéciale et la 7e saison des Décrypteurs. On se donne rendez-vous l'automne prochain. Mais d'ici là, continuez à nous écrire. Vous êtes nos principaux alliés. Notre balado hebdomadaire se poursuit jusqu'à la fin juin. N'hésitez pas à consulter notre infolettre. Ici Alexis Delancer, au nom de toute l'équipe devant et derrière la caméra, je vous dis à bientôt. Allez, salut!